le thermique, le biomasse, l'éolien contre le photovoltaïque? Ou avec le photovoltaïque. En tout cas, dans une maison, on peut envisager plusieurs énergies dites renouvelables. Le bois énergie, qui est la plus historique, se chauffer en faisant brûler du bois, ça peut être avec des bûches de manière traditionnelle, dans une cheminée moderne qui a une bonne efficacité, ou le bois granulé. Dans ce cas, le bois est auto-alimenté dans la chaudière. On peut aussi envisager dans une maison de faire de l'énergie éolienne. Donc dans ce cas, à petite échelle, une éolienne, c'est à petite taille ce que vous voyez quand vous voyez des grands champs d'éoliennes, parfois sur les bords d'autoroutes. Une troisième énergie qui est l'énergie solaire dite thermique, c'est-à-dire le chauffe-eau solaire. Ça, c'est le métier, c'est le solaire du plombier. Il s'agit de faire circuler de l'eau chaude dans des tuyaux noirs, recouverts d'une surface vitrée pour faire un effet de serre. Le but, c'est de chauffer de l'eau, soit pour l'eau chaude sanitaire, soit pour le chauffage. Et puis la dernière, l'énergie solaire photovoltaïque, où là, il s'agit de panneaux au silicium. En très grande taille, ça correspond à ce que vous avez déjà remarqué sur votre calculatrice solaire, des panneaux au silicium qui ont pour particularité de produire du courant électrique dès qu'ils sont exposés au solaire. Ça se mesure en kilowatts crête. Alors le kilo, en effet, l'énergie solaire photovoltaïque se mesure en kilowatts crête. C'est une puissance théorique, une puissance officielle qui permet de calculer, comparer la puissance de différentes installations. Qu'est-ce qu'une puissance en kilowatts crête? Un panneau qui fait 3 kilowatts crête, il fait en fait une puissance de 3 kilowatts quand il est sous un ensoleillement de 1000 watts par mètre carré. De manière plus prosaïque, il fait 3 kilowatts quand il est sous un ensoleillement très fort qui ressemble au soleil qu'on peut avoir à midi dans le sud de la France en été. Donc en fait, une installation de 3 kilowatts crête, elle fait 3 kilowatts crête quelques heures par an, mais elle fait souvent 2,5 kilowatts crête, voire 1 kilowatt crête. L'intérêt, c'est le cumul de cette énergie tout au fil de l'année. Pourquoi avoir choisi 1 kilowatt crête alors que c'est l'optimum? Généralement, on cherche une moyenne pondérée pour créer un indicateur. Alors là, en fait, la difficulté, c'est que ça dépend du pays où on installe, de l'orientation du panneau. Il suffisait d'un indicateur moyen, type, et comme le solaire a quand même beaucoup été utilisé dans des pays à fort ensoleillement, historiquement, le watt crête, c'était la puissance du panneau quand il est sous un fort ensoleillement. Qu'est-ce que c'est polycristallin, monocristallin, couche mince? Alors, polycristallin, monocristallin, couche mince sont plusieurs technologies pour fabriquer des panneaux solaires. Il y a vraiment deux familles. Il y a la famille des couches minces, en silicium ou en d'autres matériaux, et puis les panneaux solaires cristallins. Qu'ils soient mono ou polycristallins, ce sont les techniques, on va dire, historiques. Ce sont des panneaux mono et polycristallins qui ont servi après-guerre à électrifier les satellites, puis les balises en mer. C'est la procédure la plus ancienne. Ce sont les panneaux qui bénéficient du plus grand recul en termes de durée de vie et qui ont des rendements à peu près équivalents, poly et monocristallins. Les couches minces sont des panneaux qui ont un moins bon rendement et un prix généralement plus bas. Donc de manière générale, ce qui compte, ce n'est pas forcément de somnibuler sur le rendement, c'est quel est le rapport entre le prix et la puissance. La difficulté sur une maison, c'est comme sur une maison, on a un espace limité, qui est la surface du toit. On a tendance à aller plutôt chercher des panneaux à haut rendement, et donc on travaille plutôt en panneaux cristallins, mono ou polycristallins. Les couches minces sont préférées pour les grandes centrales au sol. Donc vous avez deux offres. Alors on a nous une offre en cristallin, et qu'il soit mono ou polycristallin, pour nous l'offre est unique. C'est-à-dire qu'en fait, notre fabricant le fait parfois en monocristallin, parfois en polycristallin, c'est la même puissance, c'est la même garantie, c'est la même offre. L'étude de faisabilité, elle comprend a priori deux aspects, l'histoire du raccordement avec le central EDF, si c'est à 80 mètres ou pas, l'angle d'ensoleillement de la maison, enfin Alors quand on fait l'étude de dimensionnement, les éléments qu'on va beaucoup regarder, c'est l'ensoleillement du toit, est-il ombragé ou non, son inclinaison, en termes de degrés, et puis son orientation, est-ce qu'il est plein sud ou non. On n'est pas forcé de faire une installation solaire plein sud. En revanche, on ne la fera jamais orientée sur le nord. Et puis, en effet, les difficultés de raccordement au réseau. Quelle est la distance entre la maison et le compteur EDF auquel on fera le raccordement, pour voir ce que coûtera le raccordement. Qu'est-ce que c'est un onduleur? Alors, l'onduleur, c'est la partie électronique qui se retrouve au milieu de l'installation photovoltaïque, entre le réseau électrique, 220 volts, et les panneaux solaires qui produisent du courant continu. Donc entre les deux, que fait l'onduleur? Il transforme le courant continu en courant alternatif et il le connecte au réseau de RDF. C'est de l'électronique de grosse puissance, c'est quelque chose qui a une durée de vie estimée de l'ordre de 15 à 20 ans, des garanties de fournisseurs qui sont généralement de l'ordre de 10 ans, donc très clairement une durée de vie inférieure aux panneaux solaires. Dans la vie d'une installation solaire, on peut imaginer qu'il faille remplacer l'onduleur en cours de durée de vie. Mais un onduleur, c'est quelque chose qui est déjà de fabrication de plus en plus grande série et dont le prix est d'à peine 1000 € demain lorsqu'il s'agit de le remplacer. Moins de 1000 € remplacement clé en main, donc c'est pas un gros enjeu.
Sur 1000 demandes de dossiers, combien aboutissent et combien n'aboutissent pas? Alors sur 1000 demandes, on va auto-éliminer, nous, environ 100 dossiers, donc 10%, parce que l'étude technique approfondie montre que finalement, ce n'est pas intéressant. Et on va avoir à peine 5% de dossiers qui sont éliminés pour des raisons administratives. Rejet de la mairie, éventuellement sous l'influence des architectes des bâtiments de France, qui trouvent qu'on est trop proche d'un bâtiment, voire rejet de la mairie toute seule, qui a refusé de mettre ce système dans son plan d'urbanisme. Mais donc peu 15% de dossiers qui sont éliminés pour ce type de raison. Alors dès le départ, la France a mis en place un système qui favorise les panneaux intégrés au bâti. Il y a un nouveau décret qui vient de sortir, là, au mois de janvier, qui définit de nouvelles règles. Le premier changement, c'est que le critère pour qu'une installation soit considérée comme intégrée devient un peu plus sévère. Il faut non seulement que le panneau vienne en substitution d'un matériau du bâtiment, mais quand c'est en toiture, il faut que ce soit le panneau lui-même qui fasse l'étanchéité. Et non pas le panneau intégré sur le toit et une couche inférieure qui ferait l'étanchéité. Aujourd'hui, des gens qui font installer des panneaux avec un taux de rendement de 17%, après-demain, cette technologie va évoluer. Comment... Alors, en fait, la vraie question, c'est quel est le rapport puissance-prix, et non pas forcément le rendement. Quand vous achetez une installation de 3 kW crête, elle fait 3 kW crête à la sortie des panneaux. Ça veut dire que quel que soit le rendement, ce que vous garantit le fournisseur de panneaux, c'est qu'il y a 3 kW crête. C'est quasiment la même question que est-ce qu'un kilo de plume ou un kilo de plomb est plus lourd? Les deux font 1 kg. Mais en fait, 3 kW crête, c'est 3 kW crête, que ce soit avec des panneaux de faible ou de petit rendement. La grosse différence, c'est que si on a des panneaux à haut rendement, les 3 kW crête, on les fera avec quelque chose d'assez compact en termes de surface. Si ce sont des panneaux avec un rendement moyen, il faudra un peu plus de surface. Mais le vrai souci du client, c'est quelle puissance je veux et quel est le rapport puissance-prix. Si j'ai une grande toiture où j'ai largement la place, éventuellement je peux privilégier des panneaux à faible rendement, mais avec un bon rapport entre la puissance et le prix. Alors les premières questions, puisqu'on touche au bâti, on est tenu d'avoir une assurance décennale. Toutes les entreprises ne l'ont pas, c'est un sujet extrêmement sensible. Les assureurs connaissent encore peu le sujet, donc parfois ils hésitent à nous assurer. En tout cas, les entreprises sérieuses doivent bénéficier d'une assurance décennale, de manière à ce que le client soit assuré, quoi qu'il arrive pendant les 10 premières années, en termes d'incidence sur le bâtiment lui-même. Par exemple, une infiltration d'eau dans 5 ans, parce qu'en touchant la toiture, on a créé des infiltrations. Donc ça, c'est assuré. Le client est complètement assuré. C'est assuré avec un surcoût sur l'assurance d'habitation ou une assurance spécifique à l'installation? En fait, c'est une assurance de l'installateur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de surcoût pour le client. Le coût de l'assurance, on le retrouve dans le prix de l'installation, parce que l'installateur que nous sommes, Evasol, paye une assurance et est assuré. La décennale est une obligation de l'entrepreneur. Ensuite, il y a une autre assurance, c'est le client peut déclarer à sa multirisque habitation, j'ai des panneaux solaires, est-ce que vous augmentez ma multirisque habitation pour tenir compte des vols éventuels de panneaux solaires? Et pour couvrir un ensemble de choses qui étaient déjà dans la multirisque habitation, l'idée c'est est-ce qu'on intègre, mais ça c'est pas pour la décennale, c'est pour des problèmes qu'on peut avoir sur l'habitation, vol, bris de panneaux, seront-ils ou non pris en compte dans la multirisque habitation? De manière générale, ils sont pris sans surcoût, mais il y a généralement un plafond ou un système de franchise qui fait que comme les panneaux solaires ont quand même une valeur importante, la multirisque habitation ne sera pas suffisante pour bien couvrir nos clients en cas de vol de panneaux ou éventuellement de bris de panneaux suite à une grêle très importante. C'est rare qu'une grêle puisse casser les panneaux. Donc il y a un surcoût de combien selon vous? Et alors, grosso modo, nous aujourd'hui, le surcoût, on peut l'imaginer à une centaine d'euros par an, pour avoir une assurance qui couvre vraiment tous les risques. C'est-à-dire d'avoir non seulement un placement sûr, mais un placement 100% sûr. Mais je vous donne un exemple, les toitures sont équipées de tuiles, généralement en terre cuite. Ces tuiles, généralement, ne résistent pas à la grêle, alors que les panneaux solaires résistent généralement à une grêle. C'est-à-dire que les tuiles sont plus fragiles que les panneaux solaires. Or, dans une maison, en cas de grêle, souvent la multirisque habitation ne couvrira pas le remplacement des tuiles. Donc les panneaux solaires ne sont pas moins remboursés que les tuiles. Mais comme c'est un placement dans la durée, on a tendance à vouloir être 100% sûr. Et donc nous, on apporte une assurance complémentaire pour que les gens aient absolument zéro risque en termes d'incidents de ce type. 3 kW crête, c'est le chiffre magique qui est contenu par la problématique de la TVA? Oui, absolument. À 3 kW, dès lors qu'on fait une installation limitée à 3 kW crête, on a deux avantages. Le premier, c'est si la maison a plus de 2 ans, une TVA à taux réduit. Et le crédit d'impôt auquel a droit le particulier est incontestable.
Au-dessus de 3 kW crête, il faut encore justifier que l'on ne produit pas 2 fois plus que ce que consomme la maison pour être sûr que le crédit d'impôt ne soit pas remis en question. Donc concrètement, 3 kW crête, entre 2 et 3 kW crête, c'est la bonne puissance pour équiper une maison. Une habitation principale. Une habitation principale. Financièrement, là apparemment les rendements sont entre 8 et 12 ans, en gros. Oui. Un peu comme une assurance vie. Mieux aujourd'hui qu'une assurance vie, un peu comme une assurance vie de l'époque où on avait des ratios un peu supérieurs en taux d'assurance vie. Mais en effet, c'est un placement de bon père de famille, aujourd'hui plutôt supérieur aux produits financiers sûrs, et avec un risque, s'il est bien bordé par les assurances, qui est vraiment un produit extrêmement sûr, avec un risque quasiment nul. Donc on a un bon placement, un très bon ratio entre le taux de rendement du placement et son côté sûr. Le nouvel arrêté qui est sorti, il a provoqué une légère baisse des tarifs de vente de l'électricité, qui est complètement raisonnable et souhaitable, puisque les prix de revient des installations baissent. Le but, c'est bien petit à petit tout ça baisse. Il n'affecte en aucun cas les gens qui ont une installation depuis longtemps. Et là, c'est la panique. Tous les gens qui ont mis des installations il y a 1 an, il y a 2 ans, ils disent on m'avait dit que ça ne pouvait qu'augmenter. Et en effet, ça va suivre un indicateur de coût de la vie, mais pour les gens qui sont déjà, le nouvel arrêté tarifaire n'affecte en aucun cas le bon déroulement des contrats qui sont déjà en cours et des gens qui sont installés depuis 1 an. Donc ça, c'est peut-être un élément à souligner. Alors les contrats que signent les gens qui ont investi dans des panneaux solaires qui vendent de l'électricité, ils bénéficient d'abord d'un premier contrat qui est de raccordement au réseau ERDF, mais il y a aussi et surtout un contrat signé avec l'AOA, l'Agence des obligations d'achat, qui est l'agence qui au sein d'EDF s'occupe de gérer cette obligation d'acheter l'énergie solaire à un prix bonifié. Ce sont des contrats sur 20 ans. Donc il est important qu'ils soient signés avec une agence dont le métier est de mettre en œuvre des obligations définies par l'État, et ça donne un niveau de sûreté important à ces contrats, puisqu'on peut les considérer comme des contrats a priori de droit public. J'y viens a priori parce qu'en droit, ce qui n'est pas toujours une science exacte, il y a toujours débat. Mais la question est de dire, ces contrats-là ont très peu de risques d'être remis en cause dans la durée, et s'ils étaient remis en cause, ce serait au niveau du tribunal administratif que ça se passerait, donc on est plutôt dans un environnement très sécurisant sur ces contrats. Et puis il y a un autre aspect qui est plus politique. Imaginez un décidant de remettre en cause des contrats signés par des dizaines et demain des centaines de milliers de particuliers qui ont choisi d'investir personnellement parce que l'État leur disait « je m'engage à racheter le courant pendant une vingtaine d'années ». Donc il y a ces deux aspects, c'est le poids politique d'un nombre important de personnes qui ont eux-mêmes investi dans ce but, et puis le fait que de toute façon c'est un système qui est quand même sous contrôle et bien regardé. Donc nous on achète nos panneaux de toute façon toujours à des industriels européens, dont les usines sont généralement, mais pas exclusivement en Europe, très clairement. Et si on achète à des industriels européens, c'est avant tout parce que pour nous, il est important que nos fournisseurs soient des fournisseurs qui aient une démarche qualité de haut niveau, un mode de fonctionnement orienté satisfaction client. Aucun industriel n'est à l'abri d'avoir un panneau qui a un dysfonctionnement dans 7 ans. Et ce n'est pas un drame si vous avez affaire à un fabricant qui dit bah, vous êtes tombé sur le 0,5 pour 1000 qui a un défaut, je vous l'échange. Si vous êtes avec un fabricant qui ne respecte pas le code du commerce et qui n'a pas toute la déontologie commerciale dont vous avez besoin, vous avez ce risque-là. Donc nous, notre recherche, c'est d'avoir des industriels qui ont un fonctionnement, on va dire, occidental, européen. Maintenant, que les usines soient localisées à des endroits ou à d'autres, ça, c'est la liberté de notre fabricant. Ce n'est pas notre priorité absolue. Le recyclage des panneaux photovoltaïques. On va se concentrer sur la notion déjà de panneaux photovoltaïques au silicium, poly ou monocristallin. Les grands fabricants et ceux auprès de qui on signe des contrats d'achat sont tous membres de PV Cycle. PV Cycle, c'est une association de fabricants de panneaux photovoltaïques qui s'est posé la question du recyclage des panneaux photovoltaïques. Avec une anticipation qui a lieu de souligner, les panneaux photovoltaïques durent de l'ordre de 40 ans. Ils sont garantis par les fabricants 25 ans. Et on garantit pas seulement, ils ne nous garantissent pas seulement qu'ils fonctionneront dans 25 ans. Et lui, dans 25 ans, ils fonctionneront avec au moins 80% de la puissance qu'ils avaient au premier jour. Certaines voitures nous sont garanties 5-7 ans, mais dans 7 ans, elles consommeront plus ou elles auront un moins bon fonctionnement qu'aujourd'hui. Donc globalement, c'est plutôt une industrie qui est orientée durabilité, haute qualité, et ça vient surtout d'ailleurs du fait que l'histoire du photovoltaïque, au départ, c'était les satellites, avec des surexigences en termes de qualité. Ces industriels-là, outre l'implication qu'ils ont eue dans la qualité, ce sont aussi par nature des personnes qui se posent la question de l'environnement, de la cohérence de leur métier, du recyclage, etc. etc. Et aujourd'hui, les membres de PV Cycle
On définit les procédures de recyclage des panneaux solaires, mais il n'y a pas encore de gros volumes. Les gros volumes de recyclage de panneaux solaires, ils commenceront à arriver dans 10 ans, puisqu'il y a maintenant à peu près 10 ans que le marché est assez important, d'abord au Japon, puis en Allemagne. Donc on peut imaginer que le début de la courbe de recyclage, elle démarre dans 10 ans. Et là, cette industrie, 10 ans à l'avance, elle a déjà défini les procédures, elle sait comment elle va recycler, et globalement, ça se recycle bien. Le cadre est en aluminium, ça se recycle comme de l'aluminium, comme des canettes de Coca-Cola. Et le reste, c'est une couche de Tedlar qui a une fibre qui peut s'arracher à l'arrière. Et derrière, tout ça, c'est du verre. La cellule est en silicium, le verre est en silicium. Donc, rebroyé, on peut fabriquer avec un panneau solaire du silicium qui se refond et qui fait du silicium de qualité industrielle pour d'autres usages. Maintenant, vous avez d'autres panneaux qui sont dans des catégories de couches minces. Alors, les couches minces, certains sont au silicium, et puis vous avez des couches minces avec d'autres produits, et notamment certains qui ont du tellure de cadmium, qui sont des produits réputés dangereux s'ils sont mal recyclés. Je ne suis pas un professionnel de ces questions-là. Nous, chez Evasol, on n'achète pas des panneaux de ce type-là. En tout cas, je sais qu'il y a un débat qui est ouvert et une forte vigilance au fait de dire ces panneaux qui ont du tellure de cadmium, attention, il faut vérifier comment ça sera recyclé. C'est un produit potentiellement dangereux. Vous avez donc la réputation d'être les plus chers. J'imagine qu'il y a des choses qui justifient, à moins que ce soit votre appétit. Non. Alors, clairement, Evasol est jamais le moins cher sur le marché. Simplement, c'est une entreprise, tout d'abord, qui a une gestion saine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit, là, déjà cette année, sont arrivées de nombreuses faillites d'entreprises qui se sont ruées sur le photovoltaïque. Peut-être qu'une des forces d'Evasol, c'était une entreprise créée par des hommes clés qui font du solaire depuis 15 ou 20 ans, qui avaient la connaissance de la réalité des coûts et qui a tout de suite fait des prix qui étaient tout simplement des prix pour être une entreprise saine, à bonne gestion. Donc Evasol est actuellement, encore aujourd'hui, jamais le moins cher, dans les prix de marché, mais jamais le moins cher. Mais surtout, Evasol pratique finalement des prix pour avoir une bonne viabilité économique. Ça, c'est un point très clair. Ça, c'est très très solennel. Avec la chemise noire et tout, ça fait très séminariste. Hein. Attention à vous. Désolé, je suis pas très cravate. C'est pratique l'hiver à l'école montant.